Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on vous propose un double voyage dans deux territoires de l'extrême. Tout d'abord, bienvenue dans l'océan Arctique, près du pôle Nord. De l'eau, de la glace, de la banquise à perte de vue. À présent, on passe du haut du globe à tout en bas. Bienvenue cette fois au pôle Sud, en Antarctique, et un paysage en apparence semblable au précédent, mer, glace et banquise. Sauf qu'on a eu envie d'aller au-delà des apparences, de comparer ces deux régions du monde, pôle Nord, pôle Sud, qui, si elles présentent des caractéristiques communes, des défis communs, comme le réchauffement ou encore les convoitises des grandes puissances, vivent des situations sociales, économiques et juridiques très différentes, vous allez voir. Et on va commencer ce voyage par le rappel géographique de base. L'Arctique est un océan entouré de terre, quand l'Antarctique est un continent entouré d'océans. Sortons nos cartes. Rendons-nous d'abord en Arctique. La zone arctique s'étend au-delà du cercle polaire à 66 degrés de latitude nord. Elle comprend l'extrémité septentrionale des continents américain, européen et asiatique et est occupée en son centre par un océan recouvert en grande partie d'une banquise qui s'étend et se rétracte au gré des saisons. L'océan Arctique est le plus petit des océans de la planète. Il est presque fermé et fait la jonction entre Atlantique et Pacifique. Au sein des États riverains de l'Arctique, dont vous voyez la liste s'afficher sur la carte, la Russie occupe une place centrale avec la moitié des terres émergées. Un poids considérable au sein de la région, on y reviendra. Le climat de l'Arctique est extrêmement rigoureux, 10 degrés en moyenne pendant l'été, moins 30 degrés en hiver, avec des records jusqu'à moins 67 degrés à Verkhoyansk, en Russie. Basculons maintenant vers le pôle Sud pour explorer l'Antarctique. Situé à 1200 km des côtes argentines d'Ushuaia, à la jonction des trois grands océans, Pacifique, Atlantique et Indien, l'Antarctique est un continent bordé d'archipels de 14 millions de kilomètres carrés. Il est recouvert d'une calotte de glace pouvant atteindre 4 km et est traversé par une chaîne de sommets approchant les 5000 mètres. Le froid y est encore plus rigoureux qu'en Arctique, moins 20 degrés en moyenne l'été, moins 50 degrés l'hiver et jusqu'à moins 90 au dôme Argus en 2010. Comme en Arctique, la mer gèle à partir du début de l'hiver austral, en mars-avril, et une banquise se forme, pouvant s'étendre jusqu'à 800 km du rivage. Voilà pour la présentation géographique. Un océan au nord, un continent au sud, qui partagent un climat extrême avec des froids records et la présence d'une banquise qui modifie la géographie selon les saisons. Malgré des conditions de vie très éprouvantes, les deux zones polaires sont habitées, mais de façon très différente, et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'Arctique accueille des populations autochtones comme les Inuits, les Evenks, les Dolganes, les Nénètes ou encore les Samis. Mais elles sont aujourd'hui minoritaires, car les enjeux stratégiques, logistiques ou miniers de la région, on y reviendra, ont favorisé l'arrivée de nouvelles populations et le développement de certaines villes comme Nuuk, Kiruna, Mourmansk ou Norilsk, ancien goulag devenu la grande ville la plus septentrionale au monde. La situation en Antarctique est très différente. Seule une petite centaine de bases accueillent des chercheurs qui se relaient pour effectuer des missions scientifiques. Difficilement accessible, sans possibilité d'y trouver une quelconque source de subsistance, le continent n'est pas habitable de façon pérenne. Si des populations ont décidé de braver les conditions extrêmes de ces deux régions pour y habiter, c'est bien sûr parce qu'elles en tirent des ressources qui attirent de plus en plus les convoitises, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première de ces ressources est la faune marine. La pêche, moyen de subsistance de bon nombre de peuples autochtones de la zone arctique, s'est considérablement développée depuis la fin du XXe siècle, avec l'arrivée des navires-usines qui font peser une lourde pression sur les espèces comme la morue. En Antarctique, ce sont les essaims de krill utilisés dans l'aquaculture qui sont menacés par la surpêche, mettant en péril l'intégralité de la chaîne alimentaire marine. Viennent ensuite les ressources minières et énergétiques du sous-sol de ces régions. Diamants, cuivre, nickel, charbon, fer, or, terres rares, pétrole, gaz et uranium. L'extraction de ces ressources entraîne de nombreux problèmes environnementaux en Arctique, mais elle est interdite en Antarctique. Car le continent et l'océan Antarctique ont le statut unique de terre et mer internationale. Ils sont dirigés par les représentants des États signataires du traité de l'Antarctique
Ces derniers sont parvenus à faire adopter en 1991, par la quasi-totalité des pays du globe, le protocole de Madrid, qui consacre la région comme une réserve naturelle consacrée à la paix et la science, et la protège contre toute exploitation minière et militaire. Mais les ambitions de pays comme la Chine et la Russie, très présents sur place avec leurs scientifiques, pourraient à terme remettre en cause cette protection, on y reviendra. À la pêche, aux minerais et aux hydrocarbures s'ajoute une autre réserve que certains voudraient considérer comme une ressource, l'eau douce. L'Arctique abrite 10% des réserves mondiales et l'Antarctique près de 80%. Viennent ensuite les ressources tirées du tourisme. 10 millions de visiteurs pour l'Arctique et un peu plus de 100 000 pour l'Antarctique pour la saison 2022-2023. Si ce tourisme est une source de revenus, il est aussi une menace pour le fragile équilibre environnemental de ces régions. Enfin, dernier point, l'intérêt logistique de l'océan Arctique. Si les deux principales routes qui le traversent sont davantage accessibles, car le réchauffement climatique réduit chaque année un peu plus la banquise, y naviguer reste excessivement dangereux même avec des brises-glaces. En dépit de ces difficultés, Pékin a intégré le passage du Nord-Est dans son projet des nouvelles routes de la soie. Une troisième route, dite transpolaire, intéresse également la Chine. Elle permettrait de relier Shanghai à l'Europe en raccourcissant le trajet des marchandises de 40%, en évitant la piraterie et l'engorgement du détroit de Malacca. Mais le projet est très peu avancé et n'en est qu'à sa phase d'exploration. Alors après cette présentation des mondes polaires, des ressources et des intérêts qu'ils représentent, on va maintenant s'intéresser aux rivalités géopolitiques que ces espaces atypiques suscitent. Très investi pendant la guerre froide par les Soviétiques et les Américains, puis délaissé après la chute du mur, l'Arctique se remilitarise depuis les années 2000 et plus encore en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Moscou renforce ses bases, notamment celle de Severomorsk, qui abrite les 2 tiers des sous-marins russes et mène d'importantes manœuvres militaires. Les pays de l'OTAN organisent eux aussi depuis 2006 des manœuvres bisannuelles baptisées Cold Response qui ont mobilisé 30 000 militaires en 2022. L'invasion russe de l'Ukraine a par ailleurs conduit la Finlande à adhérer à l'OTAN et la Suède devrait prochainement suivre. La situation en Antarctique est différente car son statut de territoire international interdit toute militarisation et toute nucléarisation. Seules les missions pacifiques sont autorisées. Mais comme les pays chargés de la gestion de l'Antarctique ne disposent pas de réels moyens de coercition, il leur est difficile de dissuader des pays comme la Chine d'implanter du matériel destiné à contrôler des satellites ou à mettre en œuvre des télescopes de grande puissance ayant des applications militaires, permettant entre autres d'affiner la précision des tirs de missiles. L'attitude de la Chine, son rapprochement avec la Russie et les ambitions régionales de pays comme l'Australie pourraient à terme remettre en cause les protections dont bénéficient les écosystèmes antarctiques. Mais le protocole de Madrid dispose d'importants garde-fous juridiques qui empêchent toute militarisation et exploitation sans limite, même lors de ces renégociations. Menacés par les appétits de certains pour leurs ressources et leurs intérêts stratégiques, les deux zones polaires doivent également faire face au réchauffement climatique, dont les conséquences sont plus redoutables encore dans ces deux régions du monde, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ainsi, l'Arctique se réchaufferait 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, soit plus 0,7 degrés par décennie, contre plus 0,2 degrés dans le reste du monde. Cette accélération a de nombreuses conséquences. Tout d'abord, la fonte des glaciers. Certains glaciers comme l'Okiokul en Islande ont quasiment disparu. Et au total, on estime que la calotte glaciaire du Groenland a perdu plus de 4 700 milliards de tonnes depuis 2002. Avec le réchauffement, la banquise pourrait disparaître durant la saison chaude dès 2035. Et enfin, la fonte du permafrost qui libère d'importantes quantités de méthane, un gaz qui contribue fortement à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique. Regardons à présent la situation en Antarctique. La calotte glaciaire a perdu 2700 milliards de tonnes depuis 2002 et la banquise antarctique n'a jamais été aussi réduite, en été comme en hiver, qu'en 2023. La fonte des glaciers polaires a des conséquences qui pourraient s'avérer dramatiques, car elle entraîne une hausse considérable du niveau des mers.
On estime que la fonte totale des glaciers groenlandais pourrait augmenter le niveau des mers de 3 à 6 mètres et que celle des glaciers de l'Antarctique ouest pourrait le faire augmenter de 10 à 12 mètres. Une montée des eaux de 13 à 18 mètres qui, dans les scénarios les plus pessimistes, recouvrirait la grande majorité des grandes aires urbaines en 2300, comme on peut le voir sur cette carte. Voilà pour ce voyage dans le monde des pôles. Sachez que le premier sommet international sur les mondes glaciaires et polaires s'est tenu en novembre 2023 à l'initiative de la France à Paris, coprésidé par les dirigeants français et norvégiens. Objectif, réunir communautés scientifiques et dirigeants de la planète. Une quarantaine de pays étaient représentés. Bilan 1 milliard d'euros annoncé pour la recherche polaire. La diplomatie climatique ne fait que commencer. Nous avons préparé cette émission avec elle. Les chercheuses Clara Loizzo et Camille Thiano publient cet ouvrage « L'Arctique à l'épreuve de la mondialisation et du réchauffement climatique ». C'est chez Armand Collin. Et puis cet atlas des pôles par Éric Canobio, Région polaire, question sur un avenir incertain. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux. Commentez, abonnez-vous. À bientôt.